Sur le dossier 4, le dossier 4, on va faire les choses, essentiellement les choses importantes et qui peuvent rapporter gros ou qui peuvent causer du tort beaucoup. Mademoiselle A. Alors en fait, Mademoiselle A, le scanner n'était pas tout à fait... J'ai pris le scanner de Yolande, comme vous avez pu voir. C'était pas tout à fait son scanner, mais c'était vraiment un scanner joli à la fin. Ce qu'il ne fallait pas oublier sur le diagnostic pour le justifier, et ça c'est un mot-clé fondamental, c'est le syndrome de pénétration typique qui fait diagnostic. Hein. Même si après il n'y a plus rien, même si avant il n'y avait pas grand-chose, vous ne savez pas trop quoi en penser, vous avez ça, vous avez le diagnostic. C'est sûr que quelque chose est passé dans les bronches. Vous avez le diagnostic de certitude. Donc ça c'est l'élément important qu'il fallait mentionner dans le diagnostic. En tout cas, c'est vraiment décrit comme tel. Sur la réaction à avoir, c'est pas toujours facile. Hein. Vous voyez quelqu'un qui s'étouffe, c'est pas toujours évident de savoir quoi faire. En tout cas, il ne faut pas l'allonger. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Hein. À l'extrême, vous pouvez toujours lui courir après, vous n'y arriverez pas. Par contre, il faut essayer de vous servir de son ventre pour forcer l'expiration et essayer de libérer le corps étranger. Dans quel cas il ne faut pas le faire, cette manœuvre de Heimlich? Dans quel cas il ne faut pas le faire? Dans le cas où vraiment le corps étranger est passé sous les cordes vocales, auquel cas on n'est pas sûr d'arriver à le dégager, on pourrait très bien arriver à le coincer, ce qui est encore pire. Donc si jamais on n'est pas en face d'une détresse respiratoire aiguë avec un stridor, une obstruction haute, mais qu'au contraire on a plutôt un cornage, qu'on est descendu en bas, à ce moment-là, il vaut mieux se méfier de la manœuvre de Heimlich parce qu'on pourrait très bien enclaver le corps étranger. Donc c'est pour au-dessus des cordes vocales, on peut essayer de dégager le corps étranger avec une manœuvre de Heimlich. Vous savez comment faire? Oui, tout le monde sait comment faire, hein? Un point sous la xiphoïde et vous comprimez fort, il faut y aller fort. On ne peut pas le faire chez tout le monde. Hein. Chez les enfants, par exemple, il faudra le faire, les petits gamins, il faut l'allonger sur le bras, puis il faut taper sur le dos, globalement. Chez les gros, vous pouvez être coincé. Hein. S'il y a vraiment un gros abdomen, parfois il y a des morphologies particulières, vous serez coincé. Si jamais à l'extrême vous n'y arriviez pas avec un Heimlich, comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? On peut le chercher avec le doigt, c'est jamais. Ça se trouve, c'est accessible. Ça se trouve, c'est le dentier de mémé qui est parti. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. Donc, vous allez chercher le bout de viande, etc., ou le dentier, ou ce que vous voulez. Vous allez le chercher. Parfois, c'est accessible. Ça ne coûte rien. Si jamais vous n'en sortez pas, qu'est-ce que vous pouvez imaginer faire? Si jamais, manifestement, l'asphyxie commence à s'installer, vous pouvez imaginer insuffler de l'air. Parce que globalement, si ça bouge, c'est que c'est quand même assez bas situé. Vous pouvez espérer, en faisant une ventilation artificielle, essayer d'envoyer le corps étranger dans une bronche segmentaire. Et à la limite, ça va boucher la gauche ou la droite, plutôt la droite, et puis vous allez libérer un poumon pour la ventilation, par exemple. Et si jamais vous n'en sortez pas, et parfois ça arrive, à l'hôpital, en réanimation, par exemple, vous ne sortez pas, bah, il faut faire la cricotomie d'urgence, et à ce moment-là, bon, bah, hein, vous faites ce que vous pouvez. Bon, voilà quoi. Donc, effectivement, pensez à l'alternative toujours, si jamais vraiment vous n'avez rien à faire, de pouvoir toujours faire l'insufflation pour quand même essayer de dégager une bronche, et souvent la bronche gauche. Est-ce que vous avez accepté la proposition de laisser rentrer la patiente chez elle? Souvent c'est ça, hein, il y a eu un petit gloops et puis hop, plus rien, on se rend plus compte de rien après. Chez les enfants, parfois on n'est pas témoin de la scène souvent. Hein. On n'accepte pas, effectivement, on n'accepte pas parce que là, avec ce qui s'est passé, on a une quasi-certitude du diagnostic, on a une certitude du diagnostic avec le syndrome de pénétration, donc il faut mettre la patiente, même si elle va bien, en soins continus ou en réanimation s'il n'y a pas autre chose que la réanimation. En tout cas, on ne peut pas la laisser partir, c'est interdit. Bon, c'est caricatural la question, hein, et les professeurs, ils sont bien. Hein. Les examens complémentaires, vous stratifiez l'urgence, hein, même si elle arrive bien et tout, mais non, ça va, c'est passé, c'est rien du tout, c'est un bout de cacahuète, c'est ce que vous voulez. Les examens complémentaires, ils sont urgents. Hein. Donc on ne sait jamais, si jamais le corps étranger était remobilisé, donc les examens complémentaires sont urgents. Qu'est-ce qu'il faut faire notamment, évidemment, si vous oubliez de faire une radio de poumon, alors là, c'est plus possible, pensez à faire un scanner thoracique quand même, c'est de bon ton, pensez à préconiser la fibroscopie bronchique. Ça ne veut pas dire qu'elle va l'avoir en arrivant à 23 h à l'hôpital, mais par contre vous prescrivez une fibroscopie bronchique, si elle ne l'a pas en arrivant, elle l'aura le lendemain. C'est important de faire cette fibro. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit juste après. On vous dit qu'il faut réaliser l'un de ces examens dans le but thérapeutique, c'est vendu d'avance. C'est la fibroscopie bronchique. Dans quel but? Pour être sûr du diagnostic, parce que finalement on n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents à part l'histoire et la description des témoins, et pour faire le traitement si on tombe sur quelque chose. Vous n'avez pas de point si jamais vous prescrivez autre chose que la fibroscopie bronchique. Je vous ai expliqué exactement comment ça se passe, la fibro bronchique. Vous avez déjà vu une fibro bronchique? Ouais, évidemment. La fibroscopie bronchique, c'est vigile le plus souvent. Hein. C'est une anesthésie leuco-régionale, on passe par la bouche. Jamais, quasiment jamais. On passe par le nez. C'est beaucoup plus pratique de passer par le nez. Et finalement, ce n'est pas si inconfortable que ça, beaucoup moins que tout ce qui est gastrique ou transœsophagien comme exploration. Finalement, ça se passe relativement bien. Je vous expliquais un petit peu comment ça se réalise. Pensez bien que vous faites l'anesthésie du carrefour oropharyngé et que parfois, pendant l'examen, vous injectez de la xylocaïne
l'anesthésique encore localement, et que du coup, après, une fois que l'examen est réalisé, déjà la salive peut passer de travers, mais surtout, vous laissez le malade à jeun. Hein. Le malade reste à jeun après l'examen pendant à peu près 1h30, 2 heures. L'objectif de la fibro, c'est à la fois de faire le diagnostic, de voir quelle est la cause, qu'est-ce qui a inhalé, on ne sait jamais. Hein. Mémé n'a peut-être pas lié au dos de travers, peut-être que la cuillère est partie avec. Vous savez la cause de ce qui est parti de travers. Et en plus, vous pouvez le localiser, c'est pas toujours facile. À quel endroit c'est parti? Parfois, vous ne voyez pas bien avec le scanner, etc. À quel endroit c'est peut-être là, je ne sais pas trop. Vous localisez et puis vous l'enlevez. Ça, c'est une autre paire de manches. Parfois, pour l'enlever, c'est pas toujours facile. N'oubliez pas de prescrire en plus, comme traitement, les modalités de réalisation de la fibroscopie. Qu'est-ce qui pourrait passer dans la perfusion pendant ce temps-là? Qu'on pourrait prescrire aussi pendant une semaine? Antibiotiques, hein, ça peut se discuter, antibioprophylaxie quand même, hein, parce que là il y a vraiment eu quelque chose, si on trouve quelque chose à fibroscopie, volontiers on prescrira une antibioprophylaxie, au moins en tout cas pour le geste, ça il faut le discuter. Radiographie thoracique normale après, il n'y a pas trop de surprises, hein. Ça c'était dans un contexte général, hein. La réponse que je vous ai proposée, ça c'est un coup classique, hein. Le malade est essoufflé, la radio est normale, pensez à quoi? Pensez à l'hémoglobine, hein. Vous allez avoir dans le service d'infirmière, les filles qui vont dire on va voir quand même je suis un peu essoufflé, tout ça, machin, c'est bizarre quand je fais du sport. Pensez, hein, c'est l'anémie, c'est quand même hyper fréquent, l'anémie. L'acidose, un peu moins fréquent, mais il faut quand même y penser. Pensez aux histoires de dyspnée d'origine haute, ORL. Ça aussi, c'est des bonnes causes de dyspnée. Et puis, tout ce qui concerne les choses qui ne se voient pas forcément sur la radio de poumon au départ, tout au moins. L'embolie pulmonaire, l'asthme, ça peut rapporter gros et ça ne se voit pas forcément sur le parenchyme pulmonaire. Et puis, toutes les causes, bon, après, centrales, quoi. Le malade ne respire pas bien, mais il a un cancer terminal avec des métastases cérébrales ou du tronc cérébral. Bon, il y a un œdème cérébral, le malade respire bizarrement, en accordéon, tout ça. C'est effectivement pas sur la radio de poumon qu'on va avoir la réponse. Hein. Sur les dernières questions du dossier, le traitement n'était pas efficace, vous avez un scanner qui ne correspondait pas à celui de la malade, mais vraiment c'était joli. Parfois, ça arrive sur un scanner comme ça, vous voyez une image typique de dilatation des bronches dans le lobe moyen. Du coup, le lobe moyen a l'air un peu rétracté. Le lobe moyen, il n'y a pas besoin de dire qu'il est à droite. Sur la description dans la correction de l'examen, ce n'est pas clairement écrit, écrivez-le clairement, conclusion radiologique, dilatation des bronches, lobaire moyenne. Hein. Et il n'y a pas que ça, si vous regardez au niveau des bases, il y a quand même des foyers alvéolaires. Donc il y a des foyers alvéolaires associés, bibasaux, qui sont compatibles potentiellement, vu les données cliniques, avec des foyers de surinfection. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre si ce n'était pas de l'infection? Hein, on dit qu'il y a tous ces crashs quotidiennement et qu'il y a même une fois il y a eu du sang rouge. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors s'il y a crash du sang et qu'il y a un foyer de dilatation des bronches, tu peux avoir en plus l'aspergillus, mais c'est probablement la dilatation des bronches qui crée les crachats de sang rouge, l'hémoptysie. Donc finalement, ça pourrait très bien être du sang. Hein. Souvent, ça saigne un petit peu localement parce que ça a érodé les vaisseaux. Et puis le sang ne remonte pas toujours jusqu'à la bouche à l'extérieur. Parfois, il remonte et puis il redescend à la bronche d'à côté. Et donc les foyers alvéolaires, parfois, ce n'est pas de la surinfection, c'est juste la localisation secondaire d'inhalation d'hémoptysie. Vous voyez? Donc, ça pourrait être ça. Le diagnostic, hein, c'est important pour le diagnostic de bien marquer que c'était une exacerbation de la dilatation des bronches et pas seulement une dilatation des bronches. C'est comme la bronchite chronique, la BPCO. Marquez bien que là, l'hémoptysie, ça signe très probablement une exacerbation, une décompensation de dilatation des bronches, lobaire moyenne due à l'inhalation d'un corps étranger. Voilà. D'où vient le sang qui est craché dans la dilatation des bronches? Il vient de quelle origine? C'est un sang qui vient de système de vascularisation à haute pression, pression systémique, qui vient des artères bronchiques, hein, qui viennent de l'aorte. Ce n'est pas la vascularisation pulmonaire à basse pression qui vient. C'est souvent une érosion de vaisseaux à haute pression, pression systémique, c'est la vascularisation systémique. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler sur l'exacerbation de la dilatation des bronches? C'est avant tout que l'antibiothérapie, parce que c'est souvent infectieux, hein, surinfection, de ne pas traiter n'importe comment avec les antibiotiques et qu'il faut retarder le traitement antibiotique par les résultats de la bactériologie. En tout cas, il faut prélever avant. Comme ça, au moins, vous pouvez rectifier le tir après. Donc, vous prélevez les crachats, des bons crachats, des vrais crachats, pas de la salive. Hein. Et donc, pour ça, vous pouvez vous faire du kiné, hein, pour faire remonter ce qu'il faut. Et vous examinez ça avant de mettre des antibiotiques dessus. Notamment parce qu'après, on finit par avoir des germes. Hein, c'est un petit peu comme parallèle à la mucoviscidose, des germes plus virulents, plus méchants, moins sensibles, plus résistants. Et donc, ça change la prescription d'antibiotiques. Une particularité du traitement de fond de la dilatation des bronches, c'est ce qui a été finalement retenu, c'est un traitement antibiotique à faible dose par des macrolides, absolument pas pour la propriété antibiotique, mais pour la propriété anti-inflammatoire. Ça marche très bien de donner un petit peu de macrolide à la dilatation des bronches, pas du tout aux doses antibiotiques, et donc ça n'a pas d'impact sur la santé publique en termes de, sur la bactériologie en termes de santé publique. Et donc le problème par contre que ça pose, c'est que souvent c'est pas bien toléré sur le plan digestif, hein, les macrolides au long cours, ça cause des petits problèmes digestifs. Donc il y a des formes gastroprotégées. Je voulais préciser un petit peu, mais il faut le savoir. Rajouter sur le traitement là, sur la correction,
Rajoutez les vaccinations, c'est de bon ton les vaccinations. Et pensez, méfiez-vous à toutes les maladies du reflux gastro-œsophagien, d'œsophagite, tout ça. Les maladies, l'acide gastrique chez les insuffisants respiratoires obstructifs. Pensez aux IPP, même un petit peu par excès. Le traitement, là, ici, pouvait être curatif. C'est de rares cas, ça arrive. Enfin, c'est pas le plus fréquent. Lorsque le foyer de dilatation des bronches est bien localisé, on peut guérir le patient avec une chirurgie. Ça arrive. Parce qu'il y en a partout, évidemment, on va pas enlever tous les poumons, mais bien qu'il y ait des indications de transplantation. Mais effectivement, la lobectomie, parfois, elle est curative et finalement, ça vaut le coup parfois de prendre le risque. Hein. Donc là, ici, c'est typiquement un genre de patient, avec un scanner comme ça en tout cas, à qui on pourrait proposer une lobectomie moyenne et puis espérer une guérison de la clinique. À la fin, évidemment, c'est une dilatation qui évolue, une dilatation des bronches qui évolue longtemps, maladie inflammatoire au long cours sur ce genre de choses, peut générer un dépôt de protéines amyloïdes. Vous avez diagnostiqué l'amylose de type AA, que vous avez une maladie inflammatoire qui évolue au long cours, une atteinte qui a l'air glomérulaire, hein, puis c'est 4,50 g de protéines, c'est vraiment le glomérule qui est malade et pas autre chose. Et finalement, s'il y a une atteinte cardiaque associée, qu'est-ce qui relie les deux? C'est la protéine amyloïde. C'est typique dans les complications potentielles que n'avait pas la patiente, évidemment, du cas clinique en réalité. Mais par contre, à la dernière question, il faut bien mettre 5 petits points là-dessus.